Alors, ce que je voulais, donc au départ, pour mettre un petit peu dans le sujet, hein, rentrer dans le vif du sujet sur les services publics, c'est prendre en fait le cours des débuts du documentaire. Donc il y a eu 3 épisodes. Donc les services publics en danger, donc c'est France Télévisions. Et donc là, c'est l'épisode sur la Poste, donc qui permet déjà de donner pas mal d'éléments sur ça. Voilà. Donc c'est un extrait, alors il y a sur EDF aussi qui est assez intéressant, et puis sur la SNCF qui permet de voir l'évolution en effet qu'il y a eu, etc. Donc les points qu'on va aborder, donc c'est donc la mondialisation de l'État, donc par ce New Public Management, c'est-à-dire une nouvelle façon de gouverner, de manager l'État et l'État, la gouvernance publique. Le passage donc, de l'État-providence à la société de marché, l'idéologie donc, qui est derrière, derrière cette modernisation, la stratégie de libéralisation donc, sans risque, parce qu'il y a bien sûr des formations pour aider les gouvernants à libéraliser les secteurs sans risque. Ensuite, vous avez la doctrine managériale elle-même donc du New Public Management, avec les outils des RH qui sont utilisés, l'implication des syndicats dans la mise en place de cette nouvelle gouvernance et les impacts donc, de ces nouvelles doctrines managériales. Ensuite, donc, on abordera la cause de la souffrance psychique, éthique en tout cas, des personnels, des fonctionnaires, etc. dans les services publics. Donc les diverses confusions qu'il y a, et puis le modèle français, voilà. Et puis bien sûr, ce qui est important, c'est que derrière toute cette libéralisation, on nous parle de la dette, donc on abordera bien sûr ce point-là. Alors, la modernisation de l'État se fait en fait, c'est un outil, plus qu'une doctrine managériale, c'est vraiment un outil de transformation de l'État en lui-même, qu'on appelle maintenant gouvernance. Et donc ça a été créé par Madame Thatcher dans les années 80 dans son gouvernement, parce qu'il y avait une grande crise donc en Grande-Bretagne, et elle a mis en place ce système-là et cette philosophie-là. Vous avez notamment dans le Sciences humaines, alors qui n'est pas tout récent, il est de juillet 2011, un article duquel je me suis notamment inspirée, et qui explique en fait le laboratoire britannique, donc voilà, management public, le laboratoire britannique. Et donc c'est Patrick Le Gallès, qui est spécialiste donc justement de la Grande-Bretagne, qui explique comment la France donc utilise les principes du New Public Management. Et en réalité, derrière cette doctrine-là managériale, donc, qui est sur le coût et l'efficacité, d'évaluer les services publics et la fonction de l'État sur un prisme uniquement du coût et efficacité, il y a en fait un réel changement de sens sociétal, puisqu'en fait c'est transformer l'État en une société de marché. C'est-à-dire qu'une société de marché, c'est-à-dire concevoir l'État comme en fait concevoir les rapports sociaux et la régulation des rapports sociaux uniquement sous le prisme de marchand ou de contrat. Voilà. Donc on est vraiment dans un bouleversement. Alors c'est vrai qu'en France au départ, c'est pas vraiment cette transformation-là qui était voulue, c'était plus pour
baisser les dépenses de l'État et s'occuper de la dette publique en effet, et par rapport aux indicateurs de performance donc qu'on demandait, mais qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, donc cette doctrine-là managériale et ce changement de mission de l'État, en fait, donc fait passer de l'État-providence à un état de société de marché. Alors, pour l'État-providence, en fait, c'est ce qu'on a beaucoup critiqué. Dans la deuxième conférence, j'en parle, notamment Yves Montand qui était intervenu dans Vive la crise, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais qui expliquait que bon, ça suffisait, maintenant il fallait que les Français se prennent par la main, qu'ils soient entrepreneurs, etc. et qu'il fallait arrêter avec l'État-providence. Et suite à ça, il y a eu toute la diffusion avec Bernard Tapie et tout un ensemble de choses qui justement incitaient les Français à abandonner cette idée-là du rôle de l'État. Alors l'État-providence, c'est quoi? C'est simplement un État qui s'occupe des fonctions, qui a des fonctions sociales au bénéfice de ses membres, tout simplement. Alors il y en a différents types. Nous, en France, on a un État-providence qui est dit corpo-conservateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a ensuite les États-providence sociodémocrates, comme par exemple la Suède, les modèles scandinaves. Et puis vous avez aussi le libéral, qui est là plutôt la Grande-Bretagne. Alors le libéral, je l'ai mis aussi donc au milieu. C'est en fait, là, l'État est au strict minimum. Il s'occupe simplement d'introduire des règles de concurrence et ensuite il laisse faire. Donc en fait, il a extrêmement peu de fonctions sociales. Et donc une société de marché, par contre, c'est en fait un État qui est géré comme une société de profit, donc sur le modèle Reagan-Thatcher, donc américain et anglais. Et là, en fait, c'est la loi des marchés qui régule les relations, puisque tout est conçu comme une société. Toutes les relations sont conçus comme des contrats entre deux parties. Pour donner un exemple, sur par exemple la pollution, l'Union européenne a créé une bourse du CO2, où ceux qui polluent payent à ceux qui polluent moins, etc. Donc, même la pollution, par exemple, donc, est conçue de cette façon-là. Alors, derrière la doctrine qu'il y a, c'est donc économique, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc, Margaret Thatcher s'est inspirée en fait de deux économistes, donc Friedrich Hayek, qui est de l'école donc autrichienne, et puis de Milton Friedman, de l'école de Chicago. Donc, j'en ai parlé déjà dans les conférences, notamment sur la stratégie de choc de Naomi Klein par rapport à Milton Friedman. En tout cas, c'est la fusion, je dirais, de ces deux écoles-là qui a inspiré le modèle donc de Margaret Thatcher et de Reagan aussi, qu'on appelle le plan Reagan-Thatcher, et notamment donc, le New Public Management et aussi le contrôle de gestion, l'aspect justement financier de tout ça, donc des normes internationales comptables que j'expliquerai un petit peu plus tard, et notamment pour le public, donc ce sont les normes internationales IPSAS, donc International Public Sector Accounting, je ne sais plus, le dernier, ce que c'est, bon, standard, voilà, parce que ce sont des standards en fait, donc qui sont là pour que tous les États donc fassent une comptabilité qui soit la même. Donc pour eux, en gros, j'ai mis la phrase qui résume un petit peu leur logique, notamment il y a Friedrich Hayek qui l'explique dans Les routes de la servitude.
Donc seul le système de concurrence est capable de réduire par le moyen de la décentralisation le pouvoir exercé de l'homme sur l'homme, donc le libérer. Donc l'argument qui est avancé, c'est qu'en fait de détruire l'État pour uniquement laisser œuvrer les marchés financiers et la concurrence. Ben voilà, je me souvenais plus, j'avais mis la couverture, donc vous avez donc La route de la servitude, qui a été écrit en 1944, c'est pas tout nouveau, et voilà, donc il y a la traduction en français si ça vous intéresse. Donc ils disent que c'est pour libérer, mais pourtant, pour Hayek, dans ce livre-là, il dit que la concurrence est aveugle, qu'il y a une inégalité des chances au départ, mais qu'on n'y peut pas grand-chose, c'est une loi divine, c'est comme ça, que ça demande des adaptations constantes et permanentes aux gens, et que les individus doivent s'y soumettre, et parce que ce sont des forces en fait qui doivent être respectées. Sauf qu'il est tout à fait conscient, et il décrit, qu'en fait ça génère obligatoirement des sentiments de révolte et d'injustice dans le peuple, et que il faut donc mettre en place des stratégies pour que justement réduire ces révoltes et ces sentiments d'injustice. Donc en fait on voit bien que alors qu'ils argumentent que c'est pour se libérer, c'est ce qui est dit dans là. En réalité, ils mettent en place un système qui met en place des individus qui doivent être soumis à des lois que certains leur imposent. Alors j'ai remis la stratégie de choc, ce documentaire-là est assez intéressant à ce niveau-là pour ça. Alors, du coup, pour la libéralisation des services publics, du coup, qui l'impose? Et là, j'ai mis un petit peu à un niveau chronologique quelles étaient les instances qui prônaient cette idéologie-là aujourd'hui. Donc, vous avez au départ l'acte unique donc, européen, donc, qui est en 86 et qui a élargi donc, la libéralisation des marchandises aussi aux services. Avant, l'Union européenne, communauté européenne ne s'occupait pas du tout des services, ils laissaient les services tranquilles, et c'est à partir de 86 qu'ils ont inclus aussi les services dans cette stratégie de libre-échange, c'est-à-dire de laisser faire les marchés sans que les États interviennent. Ensuite, donc, il y a eu le traité de Maastricht qui a renforcé encore ça et qui a notamment exigé, mis en place donc, tout ce qui était libéralisation des services postaux, de l'énergie et des transports, essentiellement c'est eux au départ qui étaient ciblés, et l'énergie, j'ai oublié, EDF, GDF. Ensuite, vous avez une instance très importante aussi sur la mise en place de cette idéologie-là au niveau mondial. Donc, c'est la création de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, donc en 1994, qui prône évidemment le libre libéralisme, c'est-à-dire que les États ne régulent plus rien du tout et que ce soit uniquement les marchés qui s'occupent de ça. Ensuite, vous avez le traité de Lisbonne, donc on a refusé par référendum, nous en France, en 2005, et puis qui nous a quand même été imposé. Bon, alors ils l'ont séparé en deux, ils ont fait quelques aménagements, notamment ils ont rajouté l'article 50, qui permet de sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est l'Angleterre actuellement utilise cet article-là, mais avant, donc quand on a voté non en 2005, cet article-là, 50, qui permettait de sortir, n'y était pas. Et de mémoire, je crois que c'est l'Allemagne qui avait attaqué ce texte et qui avait dit ben non, c'est irrespectueux envers le droit international puisque les peuples doivent pouvoir décider de ce qui se passe, et c'est pour ça qu'ils avaient intégré cet article-là qui permettait aux pays de sortir de ces traités. Mais jusque-là, cette clause, elle n'y était pas. Et puis vous avez autre chose très très importante sur les services. Bon, alors bien sûr il y en a d'autres, mais c'est tout ce qui est les négociations, toutes les négociations de libre-échange qui existent entre les pays. Il y en a en fait énormément. Et sur les services, donc il y a
le CETA, qui est depuis septembre en expérimentation, enfin, ils disent en expérimentation, mais bon, voilà. Et alors qu'il y a une majorité de gens, on n'a ni été consulté, puis il y a une majorité de gens quand même qui sont contre, parce qu'il y a pas mal de dangers. Ben, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà. Donc de libre-échange avec le Canada, et puis TISA, alors qui est encore plus secret, c'est Wikileaks qui a sorti, qui a fait fuiter des documents là-dessus en 2014, je crois, et qui a permis que certains prennent connaissance de ça. Et en fait, TISA, c'est donc Trade in Service, et le dernier, je ne sais plus ce que c'est, accord. L'accord des services, donc qui en fait que pour libéraliser les services, et bien sûr, donc dans les services, il y a les services publics. Voilà, donc il faut savoir quand même que pour ce TISA, en 2016, il y avait déjà 21 cycles de négociations qui avaient été faits, donc c'est déjà très 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 avancé. Apparemment, d'après la Gronde, parce que quand ça s'est divulgué, donc les peuples n'étaient pas très contents qu'on leur ait caché, et puis ça a fait monter quand même pas mal de choses. Donc là, apparemment, ils disent que c'est suspendu. Voilà. Donc, traité de libre-échange, bien sûr, pour imposer aux États de supprimer toutes les lois, donc de douane, d'environnement, etc., etc. Alors, la chronologie de la modernisation de l'État, j'ai essayé de repérer ça un peu dans la chronologie parce que ça me semble important. C'est donc cette modernisation de l'État qui conçoit donc cette logique d'État avec uniquement des relations marchandes et financières. Donc ça a modifié notre constitution financière. Donc c'est par la LOLF, hein, c'est la loi organique de loi de finances, hein, c'est-à-dire que là c'est l'État qui a changé complètement sa façon de gérer donc ses comptes, hein, tout simplement sa comptabilité. Ça a été appliqué uniquement en 2006 par décret. Ensuite, donc, vous avez eu avec Nicolas Sarkozy la RGPP, c'est-à-dire la réforme générale des politiques publiques, qui a été un plan général pour réformer et inclure toutes ces nouvelles modalités de fonctionnement liées à cette nouvelle comptabilité-là dans tous les services publics et dans la fonction publique. Ensuite, vous avez donc la modification de la Cour des comptes. Alors la Cour des comptes, c'est celle justement qui rend compte et elle a été modifiée tout comme la fonction de comptable d'ailleurs d'entreprise. On est passé en fait d'une fonction comptable dans les organisations qui rendaient des comptes, hein, au directeur, donc voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Et la Cour des comptes faisait pareil, et puis en vérifiant que les impôts public avait bien servi à quelque chose, et donc dans cet état de cause-là, à un système où on est passé à du contrôle de gestion et où là, la comptabilité ne rend plus de comptes, mais c'est elle qui demande des comptes finalement à la ligne opérationnelle. Je me souviens, j'avais quelqu'un donc j'ai travaillé dans l'orientation professionnelle et il m'avait dit qu'il avait changé, il avait eu envie de changer de métier parce qu'il s'était rendu compte qu'en effet, au lieu de rendre des comptes, c'était à lui qu'on rendait des comptes maintenant, et il trouvait ça complète, mais il comprenait pas trop, mais en tout cas pour lui ce n'était pas sa fonction de piloter ou de manager ou de l'entreprise dans laquelle il était. Et la Cour des comptes aujourd'hui, elle est exactement dans cette même logique. En fait, elle sert de... Alors, c'est un article là du Monde diplomatique, s'il y en a certains qui sont intéressés par cette évolution-là, qui a eu plusieurs épisodes. Donc, c'est... Donc la Cour des comptes, le cerbère de l'austérité, hein. Et en effet, à partir de ce moment-là, la Cour des comptes est devenue le copilote
finalement des politiques, et c'est avec ces nouveaux standards financiers et les nouveaux standards financiers qui étaient élaborés à l'international que les politiques sont faites et qu'ils exigent donc de l'État de faire telle chose ou telle chose. Ensuite, vous avez eu le Haut Conseil des finances publiques donc, qui a été créé en 2012 avec la prolongation tout simplement de la RGPP, la MAP, donc celui-là c'est à la sauce Hollande, donc qui veut dire modernisation de l'action publique, et actuellement donc on est toujours sous cette même appellation, voilà, donc en 2012. Donc là, j'ai repris donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur la Cour des comptes, donc où on était bien sûr rendre des comptes de la bonne utilisation des impôts, donc des impôts des citoyens, à un copilotage complet de l'action publique qui est dictée donc, par les audits internationaux. Parce qu'il faut savoir que du coup, la Cour des comptes et l'État dépensent énormément aussi d'argent avec des grands cabinets d'audit qui viennent pour auditer, vérifier les comptes, etc. Mais ce sont des comptes qui sont externes, et vous avez des grands cabinets très connus, enfin très mondiaux, qui en fait ont les clés sur tout ça. Mais dans l'article dont je vous parle, s'il y en a certains que ça intéresse, pourront creuser. Voilà, donc la Cour des comptes, maintenant, son rôle, c'est d'être commissaire aux comptes pour les investisseurs et pour les actionnaires. En fait, puisque je vous rappelle, le New Public Management et la modernisation de l'État, c'est de faire passer le service public la gestion publique à une gestion privée. Donc là, on est vraiment dans ce même type de choses, donc où le public se cale sur les commissaires aux comptes, donc comme si c'était comme si c'était une multinationale en fait, avec des actionnaires, et donc ils utilisent les mêmes outils et des commissaires aux comptes pour certifier ces comptes-là en externalisant. Donc ça permet d'établir en fait des comparaisons entre les pays, donc, et de donner une performance et une note de performance aux différents États. Notamment les agences de notation dont on nous parle de temps en temps, on ne sait pas trop comment c'est né, mais bon voilà. Et bien, les agences de notation, c'est ça, c'est des grandes agences avec bien sûr le pouvoir de la finance derrière, qui en fait attribuent des 3A ou 2A ou B, ou menacent de baisser la note si tel État ne fait pas telle chose. Voilà, donc avant la Cour des comptes, elle épinglait donc les mauvaises pratiques, les mauvaises utilisations de nos impôts, et maintenant par contre elle exige, d'où le titre du monde diplomatique, là, Cerbère de l'austérité, elle exige de l'État de baisser les dépenses pour assurer les dividendes, notamment de ceux qui détiennent la dette française. Voilà. Donc on est dans on voit bien là que cette nouvelle constitution financière, même si c'est un peu compliqué, mais cette nouvelle constitution financière a vraiment changé le sociétal, où l'État qui était sur une logique de performance sociale, c'est-à-dire d'assurer la prospérité à sa population, de garantir sa sécurité, etc. Là, elle passe à l'objectif d'assurer et de garantir les investisseurs qui ont notre dette. Voilà, donc sur un prisme uniquement marchand et financier. Alors, un aspect important qu'on ne connaît pas, mais notamment l'État actuellement, c'est un État actionnaire. Vous avez donc à partir de 86, donc c'est Jacques Chirac qui a commencé notamment, vous avez donc
toutes les sociétés, les entreprises d'État, etc., qui ont petit à petit été bradées au privé. Hein, bradées parce que vraisemblablement, bon, moi je ne suis pas très capable d'évaluer la valeur des entreprises, mais bon, c'est ce que j'ai vu. Bon, en tout cas, il y a eu des ventes qui ont été faites, donc bon, on sait, hein, TF1, la Bouygues, la Société Générale, Renault en 90, Air France aussi, France Télécom, les autoroutes. Alors il faut savoir que c'est pas des ventes directement, que c'est souvent partiel, que c'est une ouverture au capital, etc. Mais en tout cas, petit à petit, donc l'État se dessaisit de nos biens publics, parce qu'en fait ce sont des biens publics, tout ça, hein, ça appartient au peuple français, pour donc rembourser la dette, mais aussi pour mettre en œuvre donc la politique de modernisation de l'État, donc du néolibéralisme, hein, de l'idéologie du néolibéralisme donc, qui a été imposée. Voilà, donc, et d'ailleurs, en 2004, donc, le gouvernement Raffarin a mis en place une agence spécialisée sur les participations de l'État, donc l'APE, hein, Agence de participation de l'État, qui incarne en fait l'État actionnaire, hein, et qui s'occupe de gérer tout ça. Donc en gros, pour donner une idée, hein, des changements, hein, qui ont eu lieu donc entre 83 et 2013, donc en 30 ans, donc on voit qu'on est passé donc ah, je me suis trompée de sens. Donc en 83, il y avait en fait 3500 sociétés, j'ai inversé, je me suis trompée, excusez-moi. Donc il y avait 3500 sociétés, puis on est passé à moins de la moitié, on est à 1400 sociétés, et encore partiellement. Hein, et puis donc elle employait, donc en 83, l'État donc employait 2 350 000 salariés environ, et puis en 2013 il n'y en avait plus que 801 000. Et donc que dans la part du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut, donc de ce que l'État fournit comme richesse, en fait, donc les entreprises d'État représentaient l'emploi par rapport du privé par rapport au public, donc ça représentait 10%, et puis ça a chuté à 3% donc en 2013. Donc on voit que c'est un changement, une évolution en 30 ans qui a été quand même assez importante et qui a diminué énormément de postes publics, enfin, en tout cas dans le domaine public. Et donc là-dedans, j'en ai tout à l'heure le documentaire donc, sur la Poste en parlait, bien sûr, c'est l'Union européenne qui est le vecteur beaucoup de cette libéralisation-là. Et on a vu aussi avec Maastricht, avec l'acte unique, hein, donc de libéraliser les services. Et mais par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que par contre, elle interdit aux États de jouer un rôle finalement d'actionnaire normal, c'est-à-dire de recapitaliser en cas si une entreprise, par exemple, elle est un peu en difficulté, les États ont interdiction de renflouer les entreprises. Par exemple, c'est ce qui s'est passé pour, je crois, la SNCM, donc pour ceux qui vont en Corse de temps en temps, donc le service public qui relie donc le continent à la Corse, et qui a été condamné par la Cour européenne de justice à rembourser les aides de l'État que la France avait fait. Voilà. Donc l'État ne peut pas faire comme un actionnaire normal, c'est-à-dire recapitaliser les autres. Enfin, les entreprises en difficulté ou autres. Alors, sur cette logique-là, on passe à un autre aspect qui est assez important. C'est qu'en fait, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, les néolibéraux savent très bien que ça va générer de la grogne du peuple.
et que notamment ils sont très attachés à leur service public, surtout en France d'ailleurs, hein, aux hôpitaux, à la police, etc. Et donc ils ont mis en place, alors l'OCDE c'est l'organisation du commerce et du développement économique. Ça vient en fait du plan Marshall, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelait l'OECE, donc c'était vraiment pour reconstruire l'Europe à l'époque. Et aujourd'hui, donc ça s'est élargi et il y a 41 pays, mais dont le Japon, les États-Unis, enfin il n'y a pas que des pays de l'Union européenne. Et en fait, c'est une institution qui n'est pas décisionnaire, mais qui est experte, hein, c'est-à-dire qu'elle fait des analyses, elle donne des conseils, elle fait des statistiques et elle joue le rôle d'expert pour les membres de l'OCDE. Et alors, il y a notamment dans le centre de développement de l'OCDE, donc publie des cahiers d'économie politique, et notamment vous en avez un qui explique, donc ça s'appelle la faisabilité politique de l'ajustement, donc qui explique comment les dirigeants doivent faire pour libéraliser donc les marchés sans qu'il y ait de risques sociaux, hein, donc sans qu'il y ait trop de manifs, tout ça. Et donc, alors je l'ai là d'ailleurs, je crois, je l'ai imprimé, voilà. Donc, centre de développement de l'OCDE, cahier de politique économique numéro 13, la faisabilité politique de l'ajustement, donc de Christian Moresson. Donc là, j'ai mis dans le tableau, j'ai tout simplement repris les éléments hein, et ce qu'ils donnaient. Donc en fait, pour libéraliser sans risque, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut savoir qu'il se base sur les analyses qui ont été faites sur un ensemble de pays qui l'ont déjà fait, hein, donc sur l'expérience de différents pays, notamment là sur des pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il préconise? De faire notamment des coupures dans les budgets d'investissement, parce que ça se voit pas trop et en général, ça fait pas trop de grogne. Ensuite, donc, ils proposent aussi, ils incitent les dirigeants à faire les mesures les plus violentes dans les 4 à 6 mois juste après leur élection, parce qu'en fait, là, les gens, ils sont un peu sous le coup, et puis surtout, ça permet de le faire passer sous la responsabilité de l'ancien gouvernement. Donc, du coup, et c'est écrit comme ça. Hein, voilà. Donc, 4-6 mois. Hein, la fenêtre, ils disent même, je crois, fenêtre de 4 à 6 mois. Voilà. Pour éviter trop de grogne aussi, parce qu'après, évidemment, quand il n'y a plus cet argument de oui, mais c'est les conséquences d'avance, c'est quand même beaucoup plus difficile et ça génère plus de grogne. Donc, il faut le faire dans cette fenêtre-là. Donc nous, avec M. Macron, on a fini cette fenêtre-là, mais bon, je sais pas. Ensuite, donc, exploiter le phénomène, observer des réactions donc, qui surgissent. Alors souvent, c'est vrai que les gens réagissent plus quand c'est mis en application qu'à l'annonce. Donc, ils incitent à utiliser ce phénomène-là qui est naturel pour pouvoir passer les mesures de libéralisation. Ensuite, donc, ils préconisent donc, de faire des mesures insidieuses qui ne se voient pas trop, telles que la complexification administrative, qui du coup n'est visible que des professionnels, mais pas des gens, et qui en fait permet de faire décrédibiliser en tout cas les services publics. Ensuite, disséminer et cibler les mesures précises en politique. Donc c'est la politique qu'on appelle un peu des petits pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre, et donc il conseille surtout de ne pas prendre de mesures générales qui touchent l'ensemble de la population, parce que sinon ça générerait un mécontentement global et là il y aurait de grands risques que ça ne marche pas, hein, ou d'échecs ou de manifestations. Et quand il y a des manifestations, c'est un coût financier qui est quand même pas très supportable.
Voilà. Donc ensuite, il préconise donc des politiques discriminatoires. Donc on est toujours sur cette logique du diviser pour mieux régner, hein. Pas mécontenter la globalité des gens, mais cibler des petits groupes. Donc, notamment, là, il parle des blocages des salaires nominaux ou le non-remplacement des pertes des départs à la retraite ou des absents. Donc, pour éviter une grève générale des fonctionnaires. Parce que ça, c'est quelque chose qui bloquerait quand même le pays si tous les fonctionnaires faisaient la grève ensemble. Ensuite, donc, autre politique discriminatoire, c'est orienter l'opinion publique pour faire corps donc, contre les services publics en pénalisant donc des petits groupes, enfin au besoin. Ensuite, éviter la fonction, donc il faut surtout éviter que la fonction publique soit soutenue par le peuple, donc par les pauvres notamment, et donc il faut les isoler et inciter à une coalition contre justement les services publics. Donc vous avez, alors j'ai mis comme exemple le tiers payant par exemple qui a été mis en place, qui finalement quand on regarde un petit peu l'outil, ben, c'est un outil pour petit à petit faire disparaître donc ce tiers payant, faire disparaître ben, la visibilité de qui paye quoi, et c'est-à-dire de pouvoir libéraliser la sécurité sociale sans que ça se voit. Ensuite, donc leurrer les travailleurs sur leur devenir pour ne pas les acculer au désespoir. Et aussi, alors ça ce qui est important, c'est de faire une baisse graduelle de la qualité, mais ne pas toucher à la quantité. Parce que si on touche à la quantité, alors il donne l'exemple de l'école, donc on va diminuer les budgets et les crédits. Pour diminuer la qualité, on ne va pas remplacer les retraités, enfin, les départs en retraite, bien qu'à l'école c'est un peu plus difficile, mais bon, disons qu'on va surbooker les classes. Et par contre, mais il ne faut surtout pas diminuer le nombre d'inscriptions. Parce que s'il y a des gens qui ne peuvent pas inscrire leurs enfants à l'école, ben là ça va poser des soucis. Voilà. Et puis oui, bah, le faire par petites touches, bien sûr, petit à petit. Alors ensuite, donc ça c'était les mesures qui se voient le moins possible. Mais il y a aussi un deuxième aspect qu'il note, c'est se servir des médias. C'est dit tel quel. Et donc faire des efforts d'information. Donc dans la presse, etc. Et avoir une stratégie, alors ils disent pas politique spectacle, là c'est moi qui l'ai mis, mais ils disent faire le spectacle. Et la phrase type c'est « seul importe l'image et non la portée de l'information », c'est-à-dire bon, le mensonge, quoi, en gros, hein, en tout cas que la réalité n'est pas quelque chose qui est important pour les politiques. Donc voilà ce que dit l'OCDE à nos chers gouvernants. Ensuite, donc, faire appel aussi au pragmatisme des fonctionnaires hein, et poser donc le principe d'équité, donc de façon à avoir le soutien de la population, de les faire passer en gros pour des privilégiés, hein, alors sur peut-être des petits groupes, hein, on a parlé beaucoup à une époque d'EDF, avec il y avait des privilèges, ou, etc. Et culpabiliser les agents aussi. Donc il y a eu une guerre publique-privée qui a été plus ou moins larvée par médias interposés, par des humoristes, etc., où on opposait les fonctionnaires qui étaient à vie et qui avaient la sécurité de l'emploi avec ceux qui étaient dans le privé. Et bon, voilà, il y a eu tout ce genre de choses. Et les médias, les films, la presse, etc., ont été bien sûr des vecteurs de ça. Et troisième chose, donc troisième axe donc pour libéraliser sans risque, c'est neutraliser les corps professionnels organisés, c'est-à-dire les professions,
Alors, c'est simple à comprendre, hein, c'est parce que tout simplement ça enlève, ça donne de la liberté aux politiques de le faire, et puis aussi ça enlève les entraves à la croissance. Un personnel évidemment qui est peu qualifié et docile ne gênera pas beaucoup un État qui veut faire voilà, des choses qui ne sont pas forcément adaptées. Et voilà. Et puis l'entrave à la croissance, parce qu'en effet, par rapport à ça, les professionnels ont en général une rémunération aussi beaucoup plus élevée. D'ailleurs, quand ils veulent libéraliser les pharmaciens, enfin, on a eu toute une vague avec les lois Macron, tout ça, de dentistes, de pharmaciens dans la rue. C'est rare d'en voir, des notaires, des avocats. Et en fait, par rapport à ça, ce qui passe dans les médias, ce sont des privilégiés. Voilà, donc on est sur cette logique. Et ils empêchent la croissance parce qu'il y a un marché, etc. Alors comment ils préconisent de faire ça, donc de neutraliser les corps professionnels? C'est organiser un service minimum, un service public minimum qu'on a eu. Former des personnels qualifiés complémentaires, donc s'il n'y a pas assez de médecins, on va faire des agents etc., ou pas assez d'infirmières, des métiers de ce type-là. Et privatisation et division en plusieurs entreprises concurrentes. Alors ça, ils l'ont fait notamment pour EDF ou pour la SNCF aussi d'ailleurs. Pour EDF, vous avez pour la non, je vais parler plutôt de la SNCF, c'est peut-être plus simple. Vous avez la société qui s'occupe des réseaux ferrés, donc la RFF, les réseaux ferrés de France, et puis vous avez la SNCF qui s'occupe de la commercialisation, enfin voilà. Et c'est séparé en plusieurs entités, et du coup cédé aussi au privé. Alors sur la doctrine du New Public Management lui-même, c'est-à-dire la façon dont on manage tout ça dans les entreprises de services publics, donc c'est en fait, comme je disais tout à l'heure, l'application des règles de gestion du privé sur le public, et l'objectif étant de le privatiser. Dans cette logique-là, où en effet on est sur un État, une économie de marché, le citoyen est vu comme un consommateur de services publics. Et donc la logique, c'est la rencontre donc entre une demande et un service qui est rendu. Et du coup, ça engendre aussi le choix individuel entre plusieurs choix dans une économie de marché. Alors, pour faire ça, les modalités de mise en œuvre, il y a tout ce qui est comptable, donc les audits externes, audits internes, le reporting, donc tout ce qui est les bilans, à partir des normes comptables dont je vous ai parlé, la mise en concurrence systématique, le contrôle et les sanctions des individus, donc qui est un principe de management utilisé, la décentralisation de pouvoir, alors soit par ce qu'on appelle l'empowerment. Alors l'empowerment, c'est créer des groupes de pression de clients qui remettent en cause les professions, en fait, l'autorité des professions. Et les institutions. Et puis vous avez aussi la décentralisation, bien sûr, avec notamment les régions. La délégation en fait des compétences de l'État aux collectivités territoriales et notamment régions. Voilà. Alors les 5 principes donc de ce New Public Management, alors qui vaut aussi bien pour les services publics que la fonction publique, c'est les deux, c'est-à-dire aussi bien le fonctionnement de l'État que la mission de fonction sociale pour les citoyens. Donc les principes de base, il y en a 5 en gros. Donc notamment je suis partie donc de ce travail d'un collectif de sociologues, Public Management et profession dans l'État, au-delà des oppositions, quelle recomposition.
Donc, qui explique donc que les principes, c'est donc séparation du pilotage et de l'exécution. Donc, alors qu'une profession, donc c'était avoir la responsabilité d'une mission de A à Z, là, donc c'est on sépare complètement le pilotage et la stratégie de l'exécution. Alors les moyens qu'ils ont utilisés, les outils, c'est notamment les grilles de classification et les pesées des emplois dont je vais parler tout à l'heure. D'ailleurs, cette grille a été aussi utilisée pour le renfort du pouvoir hiérarchique en charge de la mise en œuvre des politiques, donc augmenter le degré de subordination du personnel à une ligne hiérarchique et à la politique donc, qui va avec. Avoir le recours systématique aux mécanismes de marché. Donc là, c'est concurrence privée, des fois même en créer. Hein, dans le documentaire La mise à mort des services publics sur EDF, ils expliquent que, par exemple, il n'y avait pas de concurrents. Donc en fait, l'État, il a créé, il a vendu, il a bradé un secteur au privé. Voilà, donc l'État s'est chargé de faire ça. Donc créer ou en tout cas inciter à ce qu'il y ait une concurrence. Et ensuite tout ce qui est incitation individuelle, donc avec tout ce qui est mise en place des primes individuelles de performance et aussi donc les sous-traitants. Après, vous avez la gestion des résultats qui est fondée sur l'objectif de résultat. C'est la mesure d'évaluation des performances liées au contrôle de gestion, avec notamment dans les services publics, moi j'ai travaillé à l'AFPA, hein, qui est une association 1901 mais qui est dans le service public de l'emploi, et on avait ce qu'on appelait le CORE, c'est-à-dire le contrat d'objectif de résultat qu'on avait chaque année et qui nous disait cette année vous allez pouvoir faire tant d'actes, alors nous on avait les S1, les S2, les S3, voilà, la tarification à l'acte, donc voilà. Ensuite, la fragmentation aussi des professions dans l'État, et c'est donc le sujet de ça, c'est-à-dire de faire disparaître les bureaucraties professionnelles. Alors ces bureaucraties professionnelles, c'est un élément du modèle social qui est important, qui est fondamental dans les services publics, qui a été mis en place par le Conseil national de la résistance notamment. Alors leur objectif c'était quoi? C'était justement de permettre au peuple français, et là au niveau professionnel, d'avoir l'indépendance du financier et des tyrans politiques de façon à veiller à l'intérêt général. Et du coup il y avait quasiment pas de hiérarchie, il y avait par contre donc des valeurs basées sur l'intérêt général, sur la collectivité, une assermentation d'ailleurs des fonctionnaires. Hein. Donc par exemple à l'hôpital, hein, ce qui est le cas ici, donc vous avez dans les objectifs sur les bureaucraties professionnelles, donc la valeur de service public, c'est-à-dire accueillir tout le monde, hein, l'accessibilité et la santé et la vie n'a pas de prix. Voilà, qui est donc un objectif. Par contre, dans le modèle du New Public Management, donc basé sur la gestion, donc là c'est par contre la recherche de l'équilibre financier, le retour à l'équilibre, l'équilibre donc des recettes et des dépenses, les patients qui sont rentables ou qui ne sont pas rentables. Et donc la santé en fait là elle a un prix, hein, et on n'a pas cette somme là, enfin en gros c'est le système gestionnaire. Ensuite donc la structure, c'est plutôt pour le New Public Management, c'est regrouper le public et le privé à travers tout un ensemble de choses, soit avec des mutualisations d'outils ou des partenariats publics-privés, ce genre de choses. Au niveau des techniques, donc à l'hôpital, c'est dans l'État, dans les bureaucraties professionnelles, on se base sur une approche individuelle.
avec un diagnostic qui est fait donc par rapport à la personne. Et par contre, dans la logique gestionnaire, c'est plutôt donc tout ce qui concerne la technique, la technologie et l'acte. Et dernièrement, donc la culture. Donc la culture de service public, on venait à l'hôpital par vocation. Hein, quand on y est, ensuite voilà, on y reste parce qu'il y a des valeurs qui sont derrière. Alors que la logique dans un système de gestionnaire, c'est plus un plan de carrière et avec des transferts entre public, privé pour faire carrière et réussite. Voilà. Donc au niveau des principes qui ont été mis en place, donc pour faire passer de l'un à l'autre. Alors ensuite les outils qui ont été utilisés pour ça. Alors j'ai moi une consoeur à l'AFPA qui avait justement fait une étude, Nicole Rollens, qui avait fait une étude sur justement la grille de classification qu'on avait imposée au centre socio-culturel à l'époque. Et en fait, cette méthode de classification des emplois, je l'ai vécue à l'AFPA, mais elle a été aussi mise en place à Pôle emploi et puis dans les différents autres services publics. Puisqu'en fait, c'est la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc du privé, hein, dans le secteur public. Et pour ça, donc, il a fallu changer et remouliner les grilles de classification, les grilles d'accès, les relations qu'il y avait entre les différents postes. Et évidemment, la conception du travail qui a derrière une grille de rémunération et de classification, c'est une conception du travail. Et comme on changeait complètement, donc c'est cet outil-là de peser des emplois standards qui a été utilisé. Alors, ça a été donc appliqué, donc comme je disais, progressivement. Donc c'est derrière cette grille-là, c'est une nouvelle hiérarchie des valeurs qui a été mise en place et sur des principes néolibéraux qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans une logique marchande. Et on va voir très précisément comment ça a été fait. À savoir que cette pesée des emplois, il fallait qu'en effet, ce soit accepté comme tel, et donc ça crée un consensus notamment avec les syndicats pour que ça paraisse pas unilatéral, c'est-à-dire que ce soit imposé du patronat. Donc du coup il y a une stratégie donc, qui a mis en place cette pesée des emplois, cet outil-là, en utilisant, en mettant en place des mécanismes participatifs qui étaient portés par les partenaires sociaux, puisque c'était eux qui négociaient, mais les personnels eux-mêmes s'auto-évaluaient, on va le voir tout à l'heure, et selon des critères objectifs quantifiés, donc qui passe justement pour quelque chose qui est objectif et que tout le monde peut partager. Voilà, sauf que ces critères objectifs-là cachent derrière une préfabrication de valeurs qui en effet sont plus du tout du type de service public mais du domaine néolibéral, donc de marché, hein, en tout cas de relations marchandes. Alors, elle a fait, donc Nicole Rollens, donc c'est sur le Cairn hein, que vous pouvez trouver son analyse. Donc ça s'appelle la nouvelle grille de classification des emplois dans les centres sociaux et socioculturels ou la déconstruction idéologique des fondements du travail social. Donc, à partir de l'analyse de cette grille de classification, enfin de cette méthode de pesée des emplois hein, qui est mise en place, donc on peut y voir donc, que l'objectif prioritaire, donc c'est d'obtenir donc de l'association, enfin, en tout cas du centre socio-culturel, mais de l'ensemble des services publics, à l'AFPA c'était pareil, ou à Pôle emploi, c'est d'obtenir des financements
les subventions pardon, du financeur. Donc du coup de s'aligner sur des valeurs qui sont imposées par les politiques. Alors comment on arrive à faire ça? Eh bien tout simplement en faisant classer chaque emploi sur les critères financiers, hiérarchie et sécurité. Les autres critères n'étant pas pris en compte. Par exemple, la différence entre un éducateur et la femme de ménage, enfin voilà, des compétences ou l'assistante sociale, ces compétences-là n'étaient pas pondérées. Donc on n'accordait pas de points pour ce genre de critères-là, ou un point. Ce qui fait que du coup, en effet, vous avez en haut de grille tous les postes donc de manager, de comptable et puis de gens de la sécurité, et puis qu'en bas vous avez, en bas de grille, vous avez les personnels qui est sur la même base de bas de grille, un peu indifférenciée. Donc l'objectif étant de faire de la main-d'œuvre interchangeable, polyvalente, hein, on comprend bien un petit peu la logique. Ensuite, donc l'intégration de systèmes de motivation financière individuelle concurrentielle, et c'est-à-dire que là on rentre par rapport à ça dans une logique d'une intégration de la rivalité, ou en tout cas la concurrence entre les salariés qui détruit la coopération. Alors comment on met ça en place à travers cet outil de peser des emplois? Tout simplement en demandant dès le départ l'étirement de la grille de classification. Il est dit clairement que, en gros, la grille de classification, il n'y a pas assez d'écart entre ceux du haut et ceux du bas. Et que donc il faut baisser les salaires minimums et puis il faut augmenter les salaires des managers, quoi. Et ça, il est indiqué que ça doit être fait, mais pas globalement, qu'il faut que ce soit fait de façon individuelle et surtout progressive. Ensuite, donc, il y a tout ce qui, alors pour mettre bien sûr en concurrence hein, les salariés entre eux, donc tout ce qui est prime individuelle de performance, entretien individuel, par rapport à ça, donc vous avez donc ça s'appelle les NAO, hein, les négociations annuelles obligatoires, donc les entretiens individuels qui sont apparus dans les services publics, avec des objectifs de résultat et la tarification à l'acte. Hein. Par exemple, dans les hôpitaux, ça s'appelait la T2A, moi, ça s'appelait le S1, S2, S3, enfin voilà, après les jargons de chaque acte. Ensuite, donc, il y avait les emplois repères aussi qui permettaient de mettre des groupes d'emplois ensemble et qui préparaient déjà donc, la polyvalence. Ensuite, donc, autre principe de cet outil hein, de peser des emplois et l'idéologie qu'il y a derrière, c'est la manipulation donc, des valeurs de travail, hein, donc comme je disais, de passer d'une culture de service public à une culture néolibérale. Et là, donc, c'est l'utilisation de méthodes participatives. Et c'est-à-dire que chaque personne devait s'auto-évaluer son emploi à travers les critères qui étaient préfabriqués et qui lui étaient donnés. Et ces critères, bien sûr, allaient aboutir, évidemment, si on ne m'évalue, moi, psychologue, que à travers le financier, le hiérarchique et la sécurité, ben je vaux pas grand-chose, quoi. Et ça permet de faire intégrer à chaque personne ces valeurs-là, de la compétence qu'il a et puis de la différence qu'il a avec le manager, etc. Et puis ensuite, donc le dernier principe, la neutralisation des négociations collectives, parce qu'avant, quand il y avait un conflit de travail, donc c'était les syndicats qui géraient ça de façon collective, et là on passe à quelque chose donc, qui du coup ne relève plus du collectif, mais de l'individuel, puisque là ce sont les syndicats qui portent cette négociation globale de la pesée des emplois,
Et c'est eux qui la négocient, in fine, même si on demande au personnel de le faire. Mais après, ils en sont décédés une fois que c'est fait. Ils y ont participé eux aussi. Donc voilà, et ils n'ont plus du coup cette fonction-là. Voilà, donc sur les principes donc, de management qui ont été mis en place, donc pour la mise en place du productivisme, de la rentabilité, tout ce qui est donc tarification à l'acte, donc de savoir que tel acte c'est vendu tant, etc. etc. Donc en l'appliquant au service public, donc ça génère une réorganisation idéologique des services rendus à l'usager. La réduction donc des praticiens à un rôle d'exécution, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire renforcer le pouvoir de subordination, parce qu'en effet, quand je suis vue annuellement par mon hiérarchique qui donne une note ou des primes, donc de la reconnaissance de mon travail ou pas, ça augmente évidemment la relation individuelle que j'ai avec lui, et donc ça renforce son pouvoir. Ensuite, donc, l'érosion des identités professionnelles, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fin, au fond du panier de la grille de classification, vous avez tous les autres professionnels qui du coup perdent petit à petit donc la conscience de ça et qui préparent à la polyvalence. Ensuite, chose importante, l'obligation de la falsification de l'activité, parce qu'en fait, ces codes, ces actes qui sont demandés, finalement, ne répondent pas aux besoins que le professionnel est capable de remplir. Donc, vous avez tout un ensemble de choses qui sont ensuite demandées. Pour être payé, il faut que tu rentres dans les cases. Et moi, je l'ai vécu à l'AFPA, où en effet, la secrétaire, parce que nous on avait un code de déontologie, donc on ne voulait pas, donc du coup les hiérarchiques mettaient la pression aux secrétaires pour leur renvoyer des dossiers en leur disant ben voilà, tu transformes le S1 en S2. Donc en fait, pour se faire payer, parce que sinon, voilà, comme les besoins ne correspondaient pas, ben voilà. Et donc sur la falsification de l'activité. Et après, il y a aussi soi-même, évidemment, pour rentrer dans les objectifs de résultat qu'on me demande individuellement. En effet, je vais avoir plus ou moins des pratiques qui essayent de correspondre, mais qui ne correspondent de moins en moins à la réalité, en tout cas. Ça induit aussi donc, le principe de harcèlement rampant des rapports sociaux, donc par la concurrence que j'ai ensuite avec les autres personnes, qui coupent la coopération aussi, quand on met en place ce genre de choses. Le professionnel, du coup, devient en même temps victime de la déshumanisation, mais aussi le vecteur de la déshumanisation, c'est-à-dire au lieu d'être dans la coopération et dans l'esprit d'équipe, d'être plutôt dans le chacun pour soi et Dieu pour tous. Et ce qui génère en effet tout un ensemble de choses assez compliquées à gérer, et surtout selon les cultures professionnelles, que ce soit à l'hôpital ou dans le socio-culturel, chaque secteur a son, ou à la poste, ou à EDF, avec des spécificités quand même, mais avec ce même mouvement-là. Et là, en fait, je fais écho un petit peu à ma première conférence où je parlais du phénomène de perversion narcissique, en sachant que la perversion, c'est détourner quelque chose de sa nature, et de ne pas voir justement une facette de la réalité. Et là, on est en fait des professionnels dans l'instrumentalisation un petit peu d'autrui. Et on rentre dans la contagion de la perversion narcissique aussi, qui peut générer tout un ensemble de troubles à tous les niveaux, et notamment des hiérarchiques aussi, etc.
Et bien sûr, la déshumanisation des services publics. Bon, ben ça, on ne l'a pas trop vu, mais bon, dans le début, là, sur la poste où on voit les machines et on met des pièces, enfin, la déshumanisation, on la vit tous, je crois. La Sécu, là, ils l'ont fermée dans mon village, il faut aller plus loin. Et puis, en fait, la dame de la sécurité sociale, elle le fait formatrice en borne. Parce qu'à chaque question qu'on lui pose, je suis restée, il y avait 5 personnes devant moi, à chaque fois elle les accompagne à la borne et dit bon ben alors vous appuyez là, vous mettez votre carte. Voilà, donc en fait, ce qu'il en est. Ou alors vous allez sur internet, sur Amélie, vous avez telle chose ou telle chose, donc vous n'avez plus la réponse, mais c'est tout ça. Alors, un autre outil de management de cette nouvelle gouvernance de l'État, c'est le Lean Management, donc qui est utilisé dans l'industrie au départ. C'est en fait une doctrine managériale qui veut dire enlever du gras, hein, si on fait la traduction. Et donc en fait c'est enlever tout ce qui est surqualité. On est sur donc du productivisme et de la flexibilité. Et il faut savoir que ça, au départ, c'était mis en place par Toyota, donc dans l'industrie automobile, mais que ça a été revisité par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. En général, d'ailleurs, les doctrines managériales passent par les États-Unis pour revenir ensuite sur justement cette idéologie-là de libéralisation des marchés et néolibérale. Et parce qu'à l'origine, le toyotisme, c'était pas ça, c'était vraiment lié aussi à la qualité. Alors, donc, bon, là, j'ai pris simplement une copie d'écran hein, du site Acteurs Publics, qui est intitulé RGPP Academy et qui explique, donc ça c'était en 2011. En 2011, donc RGPP, donc c'est Nicolas Sarkozy qui a mis en place, que il y avait une nouvelle école de modernisation de l'État qui accompagne les hauts fonctionnaires en les formant au Lean Management. Voilà, de façon à en effet enlever du gras au service public. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ça, et notamment, vous avez une étude du Centre d'études et d'emploi, Antoine Valère, qui a fait une étude, parce qu'évidemment, ça ne s'est pas mis en place qu'en France, et qui a fait une étude européenne donc, sur l'impact des organisations de travail sur la santé. Et donc ça a été fait en 2006. Et en fait, il montre que en Europe, les entreprises qui ont mis en place le Lean Management, ils ont des nuisances au travail qui sont pires que le taylorisme. Voilà. Donc on est vraiment dans le retour du travail à la chaîne, mais en pire, parce qu'en fait il y a une méconnaissance totale du corps humain et de l'équilibre, même psychique, des groupes humains, dans cette logique justement uniquement de rentabilité. Alors là c'est la photo de Chaplin hein, qu'on connaît des temps modernes, donc qui a été fait en 1936. Alors, pour notamment alors c'est des ergonomes, hein, c'est pas le seul, il y en a d'autres hein, qui ont travaillé là-dessus. Vous avez notamment la Société d'ergonomie de langue française qui travaille beaucoup sur ça, sur l'impact du Lean Management, parce que vous avez plein de cabinets de Lean qui sont intervenus pour l'État, pour des sommes faramineuses d'ailleurs, et vous avez tout un ensemble d'ergonomes français qui n'ont pas du tout cette logique-là. Alors j'en ai parlé dans la deuxième conférence sur justement la conception du travail française, et les sciences du travail françaises ont aussi une vision complètement différente des sciences anglo-saxonnes, et qui dénoncent donc depuis toute cette mode de Lean Management qui a été mise en place.
Et ils expliquent, donc preuve à l'appui et puis expérimentation, que en fait les procédures qui sont mises en place par le Lean Management correspondent à peu près à 80-85% des tâches, mais que pour tout le reste de ces procédures, ça complique énormément et ça empêche de réaliser, de répondre aux besoins des gens. Donc j'ai mis simplement une phrase, on empêche les salariés de faire du travail bien fait, ils doivent suivre la procédure alors qu'ils savent que parfois cela va nuire à la qualité du service qu'ils vont produire pour un client. Alors on comprend qu'à l'hôpital ou ça peut nuire à la vie de quelqu'un, l'impact... bon. C'est une négation complète de l'identité professionnelle qui est basée sur la capacité de l'employé à anticiper et aussi à résoudre des cas particuliers. On les empêche de se développer, de se démarquer socialement dans l'entreprise et aussi de collaborer, c'est-à-dire de travailler en équipe et ensemble pour résoudre justement ces problèmes-là particuliers. Le travail sous cette forme rend les gens malades. Donc ça, c'est Bernard Miché qui a expliqué ça dans un article, je ne sais plus dans quel journal. Donc, alors, rend les gens malades, vous avez tout un ensemble de choses. Alors, dans ma première conférence, je parle de Christophe Dejour, vous avez Yves Clos, enfin, il y a plein de travaux qui, justement, expliquent pourquoi les gens sont malades, et notamment par rapport au Lean Management, c'est plutôt ces ergonomes-là. Alors, pour résumer un peu, donc au niveau de l'impact de la gestion du privé sur les services et les fonctions publiques, donc vous avez le renforcement du pouvoir managérial, donc pour détruire les professions et les métiers, en supprimant donc leur indépendance professionnelle, donc en renforçant la subordination, en supprimant donc la possibilité de coopération interprofessionnelle, donc l'assistante sociale travaille avec l'éducateur, etc. Leur capacité donc d'union pour défendre leurs règles des métiers et leur déontologie, donc dans l'intérêt général. Et finalement, pour créer quoi? Pour créer une main-d'œuvre, donc docile, malléable, peu qualifiée et peu payée en fait. Les tâches d'exécution ensuite sont finalement remplacées par des procédures qui peuvent être justement facilement mis dans des algorithmes pour des robots, pour la robotisation aussi, qui accélère bien sûr la déshumanisation de ça. Et ça génère tout ça bien sûr donc de la souffrance éthique au niveau donc des fonctionnaires et des gens qui sont dans les services publics, puis qui sont voués à l'intérêt général, et aussi physique et psychique. Donc les risques psychosociaux, il faut savoir, alors je l'avais expliqué, notamment vous avez ce livre-là qui fait un petit peu un historique de tout ce qui est burn-out et épuisement professionnel, comment c'est arrivé des États-Unis justement, et que ça avait commencé dans les services sociaux et médicaux en premier, donc cette souffrance éthique-là. Nous, en France, ça a commencé aussi pareil, dans les services publics, et le premier critère de ces risques psychosociaux, c'était l'absentéisme, donc les indemnités journalières qui augmentaient. Alors, d'autant plus, alors ça je reprends aussi ce dont j'avais parlé dans la deuxième conférence, c'est qu'en fait cet impact-là sur la santé, elle est prévue, elle est anticipée, elle est managée en fait. Là, vous avez, je ne sais pas si je l'ai pris, non, c'est pas ça. Vous avez la stratégie de prévention de santé et de sécurité de 2002-2006 de l'Union européenne, donc qui explique que suite à la décision du protocole de Lisbonne en 2000, qui veut faire une économie de la connaissance la plus performante du monde, ça va générer obligatoirement
de la flexibilité dans les emplois, donc de l'insécurité. Donc ça va développer la précarité, le temps partiel, les horaires atypiques, le travail de nuit, le télétravail, et que ça va avoir des effets négatifs sur la santé. Donc en fait ce choix politique a été, il est connu depuis longtemps qu'en effet quand on flexibilise, quand on renforce aussi au niveau des ressources humaines plus individualisées, avec les primes individuelles de résultats, les entretiens annuels, et qu'on augmente la dépendance du salarié avec donc les politiques, vous avez donc du stress, de l'anxiété, de la dépression, donc des nouvelles formes de maladies professionnelles qui émergent. Et donc ça, c'est prévu, et c'est pour ça qu'ils demandent aux États de mettre en place en prévention, qui du coup n'est plus une prévention, en tout cas plus une prévention primaire, mais qui est juste pour essayer d'atténuer ou de faire que ça soit le moins possible ça, et de faire des lois donc contre le harcèlement, parce qu'en effet, ils savent qu'en renforçant la subordination, il y a aussi du harcèlement qui peut se faire. Ou alors en mettant de la rivalité entre les uns et les autres, c'est pareil, il peut y avoir du harcèlement, pas rien qu'au niveau hiérarchique, au niveau des autres. Donc sur le harcèlement, et aussi sur la santé et la sécurité au travail. Et des risques psychosociaux, avec la responsabilisation des entreprises sur les risques justement psychosociaux, qui fait que les entreprises du coup payent des cabinets pour faire des lignes téléphoniques au cas où il y a des suicides, enfin tout un ensemble de prestations comme ça pour gérer ça. Et Yves Clos, donc, qui est au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, des sciences du travail françaises, dit que c'est un couloir humanitaire, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc c'est vraiment dans cette guerre économique ou ce changement-là sociétal, il est prévu qu'il y ait en effet des morts ou des blessés, et donc du coup l'Union européenne demande à ce que les États mettent en place en prévention pour atténuer ça des lois qui permettent de diminuer les nuisances. Alors, ça, c'est cette connaissance-là de l'impact des organisations sur la santé au travail et dans la société. Donc, c'était justement ce que le Conseil national de la résistance avait voulu protéger, avait voulu protéger les Français de ça, et qu'ils avaient mis en place tout un ensemble de dispositifs pour sécuriser l'ensemble des salariés, donc notamment avec la mise en place de la sécurité sociale, avec le financement qui va avec, les retraites par répartition, les services publics, c'est eux qui ont notamment EDF, la Poste, etc. Ils ont regroupé souvent des petites entreprises privées pour en faire un grand service public. Donc ensuite ils ont mis en place aussi tout ce qui était conventions collectives, les professions réglementées aussi, donc il y a tout un ensemble de dispositions qui a été mis en place pour ça, le droit du travail, donc tout un ensemble de mise en place sur la médecine du travail, sur le SMIG, sur les hiérarchies des normes, quand en effet là, je ne sais plus où ils en sont d'ailleurs de la loi XXL sur le travail, mais la hiérarchie des normes, c'est il y a la Déclaration des droits de l'homme, puis la Constitution française, et puis ensuite vous avez les lois, et puis vous avez les décrets, et puis voilà. Et vous avez, alors au niveau du travail, les conventions collectives, et puis vous avez le contrat de travail qui est en bas. Et en fait, le principe des hiérarchies des normes, c'est que chaque niveau inférieur respecte les niveaux de dessus. Et donc,
notamment, alors c'est pas le Conseil national de résistance qui a créé ça, parce que c'est dans la culture française et républicaine, hein, tous ces principes-là. Le rôle des syndicats là-dedans, eh ben, au niveau notamment de la destruction des professions, et là c'est l'étude sociologique notamment qui aborde ce point, c'est qu'en fait, idéologiquement, finalement, il y a une sorte d'alliance entre syndicats et patronat sur la destruction des professions dans l'État, parce que idéologiquement, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, les syndicats sont anticorporatistes. Alors, eux, c'est plutôt parce que, alors pour plusieurs raisons, mais il faut savoir que les corporations, c'était avant 1789, de père en fils, hein, vous avez les forgerons, etc., donc, qui étaient des sociétés fermées plutôt par la naissance, etc., et qui excluaient donc l'ensemble des Français de pouvoir accéder à ces métiers-là. Donc, ensuite, vous avez eu aussi des chartes de travail fascistes ou sous Pétain, donc, qui rendaient justement remettaient les corporations en place. Donc il y a une logique égalitariste derrière, alors qui est liée aussi à la grande internationale, ou en tout cas l'internationalisme communiste et socialiste, et puis aussi de libérer l'homme au travail. Et alors tout ça bien sûr rejoint, bon ça c'est ma première conférence, mais rejoint donc le projet de mondialisation, qui est basé sur la destruction de l'État et aussi la destruction des nations, plus exactement, et la disparition de l'autorité, un monde qui est anti-autoritaire. J'ai pas le temps de réexpliquer pour quelles raisons tout ça a été mis en place, mais en gros, le projet, c'était pour éviter de nouveau qu'il y ait le genre de... la Seconde Guerre mondiale, les génocides, l'antisémitisme, etc. Donc des scientifiques se sont réunis et ont défini en tout cas des axes pour une nouvelle gouvernance mondiale, donc qui serait... puisqu'ils ont détecté que ça venait des nations et que ça venait de l'autorité de la nature humaine, donc ils ont décidé de mettre en place tout ce genre de choses. Donc en gros, du coup, ça génère quoi? Une alliance donc, des syndicats et du patronat, hein, donc des puissances financières, pour détruire les professions dans l'État. Moi, je l'ai vu, je vais parler un petit peu de mon expérience, mais c'est vrai que, alors c'est peut-être un peu différent parce que je pense que les psychologues sont attachés, comme beaucoup d'autres, à leur profession, mais quand je suis allée voir les syndicats pour leur dire, mais là il y a un problème de management, on est psychologue du travail, donc quand même il faudrait décrypter pour... et j'ai bien senti que c'était pas trop leur... C'était pas trop leur problème. Ils m'ont dit, bah oui, vas-y, fais-le, mais qui ne voulaient pas m'aider à faire ça. Voilà, donc en effet, il y a... Et quand il y avait aussi, j'ai suivi la fusion ANPE Pôle emploi et l'intégration de mes confrères, donc psychologues, à Pôle emploi. Et en fait, il a été répondu très concrètement que eux, ils n'étaient pas pour un corps professionnel, qu'il fallait... on était tous dans le même bateau et qu'il fallait qu'ils soient aussi polyvalents. En gros, c'était ce qu'on leur disait. Sur la cause donc des souffrances au travail, des souffrances éthiques, il y a plusieurs causes qu'on peut voir, que j'ai réussi à analyser, à discerner. Vous avez la première chose qui est liée au projet de la mondialisation, c'est-à-dire une confusion entre l'autorité et le pouvoir, qui, c'est vrai que dans le sens commun, on peut utiliser l'un ou l'autre, mais en fait, ça vient tout ça donc de la société grecque, qui différencie bien deux fonctions différentes. Donc la première qui est le Sénat, hein, donc l'autoritas, le Sénat, et puis la deuxième c'est podestas, donc le pouvoir, ou en tout cas la force, le pouvoir, qui est le gouvernement en fait. Et donc l'autoritas c'est le Sénat, mais lui il ne décide pas en fait, il est garant de la tradition, il est créateur, il a le savoir, la mémoire, la connaissance des origines,
qui est donc immuable. Il est dans la promotion de la transmission, hein, aux autres, aux générations futures, du coup d'une hiérarchie, de rapports différenciés aussi entre les uns et les autres, entre le maître et l'élève, entre le père, les parents et les enfants, etc. Et c'est aussi mis en place, enfin, quelque part, il représente une loi morale. L'objectif, enfin, le mouvement en fait, de l'autorité, c'est de faire croître à travers le perfectionnement et l'augmentation en fait de la connaissance de la vérité, de la connaissance des savoirs. Et finalement, cette autorité-là, on dit faire autorité. Un expert fait autorité. Et en fait, c'est un pouvoir sur lequel on s'incline. Qui n'a pas besoin en fait d'utiliser comme le podestas la force, le pouvoir de décider, d'ordonner, de contrôler et de surveiller. Par contre, le podestas, hein, donc, qui a donc ces fonctions-là et qui met en place des lois légales, a besoin de cette autoritas, de cette autorité pour pouvoir rester en place et avoir une légitimité. Donc cette légitimité avec cette transmission, avec ces traditions, etc. Et dans les professions, je ne sais pas si, mais c'est important de le dire, donc dans une profession, en effet, il y a eu tout un ensemble, alors pour ceux que ce thème intéresse, on vient de me rendre le livre là, de Ariane Biléran, voilà, qui est assez intéressant sur l'autorité, donc psychologie et psychopathologie. Elle est docteure en psychopathologie, elle a travaillé pendant une vingtaine d'années sur le harcèlement, enfin, sur les risques psychosociaux en entreprise et sur le harcèlement. Et elle explique donc tout ça. Les professions ont toujours navigué avec le... Bon, je vais faire... a toujours navigué entre justement l'autoritas et le podestas. Hein. Je parlais donc des corporations. Hein, à la Révolution française, donc il y a eu la loi Le Chapelier qui a dissous les corporations. Après, il y a eu donc la charte de travail, etc. Donc, il y a toujours eu cette confusion et les professions sont au carrefour un petit peu des deux, hein, mais ils sont surtout le vecteur de l'autoritas, hein, c'est-à-dire de ce qui nous relie aux règles universelles de ce monde, de ce qui nous relie à l'autre, etc. et des traditions, des règles de métier qui se sont transmises de génération de professionnels en génération de professionnels, etc. Et dans la conception du travail française, et dans ces bureaucraties professionnelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est réellement ça qui a été mis en place, hein, c'est-à-dire au niveau de la forme, développer la formation, le professionnalisme de chacun pour que chacun puisse prendre des décisions de façon autonome pour l'intérêt général. Et donc, ce que j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure, c'est pour l'autorité, c'est respecter justement ces règles d'équilibre et de conservation du monde, quoi. Alors ça dépend des métiers, mais ou d'autrui, ou des sociétés humaines, ça dépend dans quel secteur on fonctionne, mais qui est vraiment en lien avec des lois universelles, qui fonctionnent et qui font que on est dans une logique de transmission et de développement de la société. Donc, ces règles de métier donc, incarnent l'autorité car elles recherchent le vrai. Donc, c'est d'ailleurs en lien avec le fondement même de la civilisation, en tout cas sur le continent européen, c'est-à-dire, ça vient de la conception de Platon, donc du cosmos, hein, qui est conçu comme quelque chose qui est harmonieux et où l'humain donc doit
s'échapper de ces perceptions globales qui l'illusionnent pour partir à la recherche du vrai à travers la philosophie, à travers les sciences et notamment les professions. C'est donc un corpus de savoir, de savoir-être et de savoir-faire, un métier, la transmission qui est issue de traditions, un ensemble de règles morales aussi, donc ces fameuses règles d'équilibre et de conservation des ressources. Ça donne aussi une identité, un métier, pour se définir socialement par rapport aux autres et en coopération avec les autres. Et c'est aussi une expérience qui est cumulée parce qu'à travers la transmission et la formation de nouveaux professionnels, il y a cette accumulation de savoir qui est du coup de pouvoir d'innover dans un contexte qui est nouveau. Mais bien sûr, donc avec notre principe républicain, en donnant accès à tout le monde à ces différents métiers-là, donc avec l'école de la République qui permet d'accéder au savoir, évidemment dans les services publics et puis les fonctions, je n'ai pas parlé encore de l'école, mais elle est aussi concernée malheureusement. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur une logique d'école qui donne le savoir de façon à permettre aux citoyens de pouvoir s'autodéterminer collectivement, mais dans une logique de compétence qui est vendable pour les marchés. Et ça a été défini par le protocole de Lisbonne. Bon, j'en reviens en tout cas. Donc sur les corporations, le Conseil national de la résistance, en mettant en place des services publics, ont donc mis en place ce concept d'autorité, donc de professionnels, de perfectionnement, etc. Mais justement en évitant les corporatismes et aussi la cooptation. Par exemple, vous avez des concours. Les concours qui sont mis en place. Je me souviens, j'avais une consoeur qui était en libéral et elle m'avait dit, tu te rends compte, à l'hôpital, les infirmières, pour devenir chef hôpital, elles passent un concours, mais sur la culture générale. Ils ne s'occupent pas du tout des compétences en management, pas du tout de tous les critères de recrutement. Et en fait, c'est là que j'ai appris qu'en effet, dans la fonction publique, ça permettait à tout le monde, à partir d'un niveau de savoir et de connaissance, de pouvoir accéder à des postes. Bon, après, c'est vrai que à l'hôpital, pour être médecin, il faut avoir un diplôme de médecin. Mais par la formation et puis aussi par le recrutement dans la fonction publique et l'action de tous, c'était vraiment ce projet-là social qui était en place. Sur ce que je disais sur les corporatismes, c'est vrai que à partir du moment, enfin moi, dans ces bureaucraties professionnelles, j'ai très peu de hiérarchie, c'est moi, et c'est dans mon contrat. Donc moi j'avais un contrat qui disait que je devais respecter mon code de déontologie et que j'avais telle mission pour l'intérêt général. Et donc, du coup, en France, vous n'avez la profession de psychologue, par exemple, il n'y a pas d'ordre, contrairement à l'Angleterre ou d'autres pays où il y a une profession qui est structurée. En France, non, parce que l'État français dotait chaque professionnel, chaque psychologue de sa propre capacité à le faire avec un niveau de formation donné. Et je me suis aperçue que finalement, quand il y a des groupes comme ça qui se mettent en place et des ordres ou des corporations, il y a des intérêts du groupe qui quelquefois sont privilégiés par rapport à l'intérêt général. Et c'est un petit peu ce qui est à l'œuvre, notamment, là ils essayent, en tout cas les psychologues, de mettre en place cette logique anglo-saxonne de régulation de profession. Mais c'est vrai que dans les bureaucraties professionnelles, c'était pas dans une optique de corps professionnel, mais vraiment lié à un projet social et aux citoyens.
Alors, la deuxième cause de souffrance éthique qu'on peut voir, c'est la confusion entre société et entreprise. On utilise souvent l'un ou l'autre. Hein. Moi-même, même si je suis consciente de la différence, bon, des fois, on ne peut pas dire société, parce que société, c'est tellement polysémique. Donc, mais la société, donc en France, c'est une personne morale, donc c'est édicté par le Code civil. C'est un contrat entre deux personnes qui mettent en gros des capitaux ensemble pour donc faire des bénéfices, pour partager les pertes et les bénéfices. Et leurs préoccupations, ben, c'est les préoccupations d'actionnaires, hein, c'est-à-dire d'avoir le plus de dividendes possible et le moins de pertes possible. Donc la bonne santé d'une société, ben, c'est quand elle peut garantir un maximum de dividendes aux actionnaires. Par contre, pour une entreprise, c'est complètement différent. Une entreprise, elle n'est pas définie en droit français. Il n'y a aucun texte qui édicte ce que c'est. C'est une notion qui est essentiellement économique et sociale. C'est en fait une unité de production qui a pour finalité la création d'une richesse, une réelle richesse, ce qu'on appelle aussi la valeur ajoutée directe. Alors par exemple, le boulanger, ben, sa fonction, c'est avec de l'eau et de la farine de faire du pain qui sert à donner à manger voilà, assez concitoyen. Donc c'est une réelle richesse. Alors pour un service public, c'est exactement la même chose. La culture de service public est basée sur cette logique d'entreprise et pas du tout sur la logique de société, hein, vous comprenez bien. Donc c'est une richesse qui est créé, donc le pain qui est dans une logique de durable, de bénéfique au niveau sociétal. Et par rapport à ça, c'est la personne elle-même, donc dans une entreprise, c'est sa responsabilité personnelle. Quand par exemple un entrepreneur a des dettes, ben, il a des dettes, c'est lui. C'est son propre compte personnel. Et puis sa femme aussi peut être, s'il a des dettes, etc. Donc c'est la façon de responsabiliser aussi la personne par rapport au travail qu'elle fait et qui permet justement de garantir la qualité, la responsabilité, de renforcer la responsabilité de ces entreprises pour leurs concitoyens. C'est quelque chose qui est fondamental. Et la santé d'une entreprise, c'est quoi? Ben, c'est quand elle a réussi à payer ses salariés, quand elle a réussi aussi, ben, le patron il a réussi aussi à se payer quand même, quand il a payé tous ses fournisseurs, et puis quand il peut garder un petit peu d'argent aussi pour entretenir son outil de production. Et là, c'est la santé de l'entreprise. Donc, pas besoin de faire des bénéfices pour être en bonne santé. Une société, à partir du moment où elle règle tout ce qu'elle doit et qu'elle fait du travail de bonne qualité et qu'elle peut continuer à investir pour durer, pour être dans la durée, voilà. Alors on est sur une logique donc à court terme, financière, et puis parce que dans les sociétés, ben, quand c'est pas assez rentable, eh ben, on vend ces actions, et puis on va investir ailleurs où on me promet plus de dividendes. Alors que dans une entreprise, donc c'est plutôt le durable et la qualité de ce qui est fait pour la société, hein, donc une performance sociale, économique et sociale. Or, donc, le choix des normes qui a été fait, les normes internationales dont je parlais tout à l'heure, et même les normes pour les services, enfin les États, donc les services publics, donc les États, etc., donc privilégient, donc, et le contrôle de gestion qui va avec, qui est l'outil comptable actuel qui pilote justement les organisations. Donc, privilégie donc la valeur marchande immédiate. Alors, je ne vais pas détailler comment exactement, mais en fait, ils prennent en compte des critères qui favorisent la visibilité des actionnaires, de ceux qu'ils recherchent. Et par contre, ben, masques ne prennent pas en compte les critères qui, eux, sont importants
pour les entreprises, c'est-à-dire les intérêts des salariés, est-ce qu'elle va être durable ou pas durable, l'intérêt des clients, l'intérêt des sous-traitants ou même de l'environnement, parce qu'on est aussi dans cette logique-là, hein, dans le durable. Et toutes ces normes comptables internationales, en fait, elles privilégient ça, notamment, c'est qu'elle a été faite par une institution qui s'est autoproclamée, ce qui s'appelle donc International Accounting Standard Board, donc qui se sont donné le pouvoir d'édicter des normes comptables internationales et en fait qui sont tout simplement composées de grandes banques et de cabinets d'audit. Voilà. Donc on est par rapport à ça donc dans une mise en place d'échanges, de rachats, il y a beaucoup de rachats, hein, d'entreprises, de fusions, etc. Donc tout ça est permis par rapport à ces normes comptables. Et ces normes comptables, en fait, privilégient la visibilité pour un système de société et par contre, pas du tout du durable et de la pérennité pour les entreprises. Il est d'ailleurs prévu, mais j'en parlerai, alors tout cet aspect-là, je ne vais pas trop détailler parce que j'en parlerai la prochaine fois, qui est plus basé sur la gestion privée, où là je pourrai plus donc expliquer le contrôle de gestion, donc comment cet outil permet de justement pervertir le sens du travail et des entreprises, etc. Alors, la troisième cause donc, de souffrance éthique qu'il y a, et qui génère donc tous ces suicides au travail, toutes ces dépressions. Enfin, encore là, on a parlé du neurologue qui s'est suicidé à l'hôpital universitaire, avec le rapport qui a été rendu, hein, qui a même mis en cause, j'ai vu le management, donc voilà. Par rapport à ça, donc il y a aussi la souffrance éthique vient aussi d'un fait important, c'est que le modèle économique actuel, donc capital-travail, donc en gros syndicat, patronat, on va dire, c'est un modèle qui est archaïque et qui ne prend pas une chose en compte, c'est quand vous avez par exemple une entreprise de logistique et que vous avez des conducteurs routiers, et si vous n'avez pas de gasoil, vous faites rien. Si vous avez une entreprise d'informatique et puis que vous n'avez pas d'électricité, vous avez des super informaticiens mais que vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez rien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à l'époque, quand ces systèmes et que ce modèle d'économie se sont mis en place, on n'était pas beaucoup, on n'avait pas de dépenses énergétiques énormes, et donc c'était gratuit et c'était à profusion. Du pétrole, il y en avait plus, on ne se posait pas la question. Donc, les ressources naturelles, elles étaient gratuites. Ce qui est payant, c'est d'aller forer le pétrole pour le récupérer, et puis ensuite le vendre, etc. Ou alors d'avoir la concession de pétrole, c'est d'être propriétaire. Mais le pétrole en lui-même, qui s'est fabriqué pendant des millénaires et des millénaires, lui, il est là, et il est gratuit. Voilà. Et donc, par rapport à ça, on est sur une logique qui, du coup, omet une partie fondamentale de ce monde. C'est justement le respect de ces règles d'équilibre qu'aujourd'hui, ce modèle-là, capital-travail, arrive à la limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que le pétrole, c'est pas infini, quoi. Que par rapport à ça, pour faire de l'électricité, il faut en effet tout un ensemble de choses, que on pollue, et puis que le plastique, ça génère tout un ensemble de choses, et tout ce qu'on ne prenait pas en compte, du coup, devient problématique. D'ailleurs, pour les sociétés humaines, c'est un petit peu la même chose. Hein. Les ressources humaines, c'est un peu une ressource naturelle aussi, par contre, qui était gratuite quand il y avait l'esclavage, mais aujourd'hui, elle est plus gratuite. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette théorie capital-travail. Hein, mais en gros, par rapport à ça, on est sur cette logique-là. Et les professionnels qui, eux, sont sur une logique durable, sur une logique de bénéfice à la collectivité, au durable, et puis qui sont eux-mêmes citoyens, qui ont des enfants et qui ont envie
que justement tout ça se passe bien, ou un boulanger qui n'a pas envie d'empoisonner les gens autour de lui, obligatoirement, lui, il est relié à la réalité de ces ressources-là. Hein, et donc, il est obligé, une profession prend en compte obligatoirement cet aspect-là durable de la ressource, quelle que soit la ressource dont il a besoin. Donc ces théories économiques, qu'elles soient libérales donc, ou communistes, on va dire, hein, capital-travail, donc, sont donc une conception perverse et mortifère, puisqu'en fait, en ne prenant pas en compte ces règles d'équilibre universel de la terre et des ressources, donc on nuit à la santé, hein, notamment, et à la santé de la planète. Donc, et par rapport à ça, on voit que notamment hein, le Conseil national de la résistance, en voulant renforcer la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir de chaque citoyen de pouvoir être au règne de l'économie, hein, par cette indépendance-là et ce degré de minimum de subordination par rapport aux politiques et par rapport aux finances, permettait justement de corriger ça à travers ces règles et ces transmissions hein, du savoir et de la vérité par rapport aux professions. Voilà, donc la souffrance éthique, donc en gros, elle ne vient pas de rien, elle vient de tout cet ensemble de choses, et notamment que ce modèle de mondialisation veut nous arracher quelque part à ces règles-là qui nous relient les uns avec les autres, à notre nature, hein, de l'empathie, etc., et aussi au monde donc, qui doit être quand même viable pour la survie de l'espèce. Et c'est vrai que c'est vraiment dans ce cadre-là aussi que vous avez des enjeux fondamentaux dans ces questions de travail. Alors, bon, la dernière partie, alors je ne sais pas, voilà, oui, on arrive presque à 2 heures. La dernière partie, donc, c'est sur la dette, parce qu'évidemment, quand tout à l'heure, l'OCDE disait culpabiliser les fonctionnaires, bon, des fois, c'est culpabiliser aussi les citoyens, hein, mais par exemple, par rapport au trou de la Sécu, on culpabilise autant les gens qui sont malades que les personnels de la Sécu qui seraient trop payés ou qui seraient trop nombreux, enfin bref. Donc, ce qu'il faut savoir, donc j'ai mis, c'est un secret bien gardé, enfin moi je l'ai appris très très tard quand j'ai cherché, mais un jour on m'a posé la question, mais comment est créé l'argent? Je dis, bon, moi c'est par rapport au stock d'or que les États ont, ils déterminent un nombre de billets, enfin, voilà, d'or, enfin, voilà, c'est lié à l'or, et en fait plus du tout. Depuis 1971, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, on peut créer de la monnaie uniquement avec des dettes. C'est-à-dire, demain, j'ouvre une banque, j'ai rien dans mes coffres, hein, absolument rien, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui me dise, ben voilà, je veux un prêt de 100 000 euros pour faire telle chose, ben je lui dis, allez, banco, on fait le truc, vous me signez une reconnaissance de dette au cas où vous ne me remboursez pas, et pof, et je crédite son compte de 100 000 euros et j'ai créé 100 000 euros. Et ici, on voit d'ailleurs que ce système-là, que je détaillerai aussi plus dans la gestion privée, donc la prochaine conférence, donc fait que, ici, vous avez la France, hein, donc le taux de dette. Alors, le taux de dette des ménages, c'est bleu. Le rouge, c'est les entreprises. Le vert, c'est les secteurs publics. Et le violet, c'est le total. Hein. Et donc on voit par rapport à ça que le taux d'endettement de la France, elle n'est pas si en faillite que ça. Hein. Et que les notes, en effet, qu'on donne à certains pays, comme par exemple à la Grande-Bretagne, que vous avez là ici, qui a un 3A apparemment, on se demande un petit peu pourquoi. Parce qu'avec le taux de dette qu'elle a, vous avez le Japon aussi, par rapport au pays, c'est des dettes par rapport au PIB, ça, un produit intérieur brut. Donc les États-Unis qui sont endettés regardez les ménages aux États-Unis, hein, en bleu là,
tous les ménages, c'est pas le service public, tout ça par rapport à nous, quoi, voilà, où les ménages sont très très peu endettés par exemple. Et puis au global, en total, on voit bien qu'on est parmi ceux qui en ont le moins. Ça, c'était en 2010. Alors, petit graphique qui explique qu'à partir du moment où on a créé, la création monétaire a été faite, bah, du coup, il y a eu une... comment dire, les États ont confié, notamment en 1973 avec la loi Pompidou-Giscard, la création monétaire aux banques privées. Et donc, par rapport à ça, les banques privées, ben, elles demandent des taux d'intérêt. Et donc, vous avez ici en bleu la dette de la France, si elle n'avait pas d'intérêt à payer, comme c'était avant. Enfin, elle a payé un peu, enfin, c'est un peu caricatural ce que je dirais, mais bon. Et la dette cumulée avec les intérêts. Donc aujourd'hui on nous dit qu'on est tout là-haut, mais en fait on voit la marge qu'il y a entre les deux. Et qu'en fait globalement, si en effet on était resté avec une création monétaire nationale et non pas confiée aux banques privées, évidemment nous ne serions pas dans ce même état. Et même quand on compare aux autres pays, franchement, il n'y a pas à pleurer. Voilà. Donc, comme je vous disais, ben, c'est la prochaine fois que j'aborderai plus cette gestion du privé financière, l'outil du contrôle de gestion et ses principes. L'impact, du coup, aussi sur les libéraux, les entreprises, les agriculteurs, parce que finalement tous ces petits-là, eh ben, le système fait que ben, petit à petit ils sont de plus en plus en difficulté puisqu'ils sont mis en concurrence avec ces grosses majors-là et que toutes les normes, toutes les lois sont faites pour que finalement ben, ça disparaisse. Et d'ailleurs vous avez, on les fait tous passer petit à petit en société. Mais bon, je l'aborderai la fois prochaine. Et voilà. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin sur le service public, je me suis permis de mettre certaines choses dont je n'avais pas pu parler parce qu'évidemment le service public et la fonction publique c'est énorme. J'ai donné quelques exemples, donc c'est vrai que c'est pas très concret, mais il y a une chose importante qu'il faut savoir, c'est la privatisation des villes. Donc vous avez donc le concept de Smart City qui se met de ville connectée ou de ville intelligence, donc qui est en train de venir. D'ailleurs, Grenoble sera aux prochaine rencontre internationale à Barcelone, là, en 2018, et elle représente Grenoble. Il n'y aura pas la France, il n'y aura pas de stand, mais Grenoble y sera, parce que c'est nous qui avons créé le grid, qui a été racheté par Alstom, enfin bref. Le documentaire Arte, qui est assez bien fait, qui s'appelle La mainmise sur les villes. Ensuite, alors autre chose fondamentale dont je n'ai pas pu parler, c'est les partenariats publics-privés qui sont en fait un gouffre financier pour les contribuables, mais qui permettent de garantir de bons dividendes. Enfin, on le voit pour les autoroutes, tout un ensemble de choses. Vous avez donc le documentaire Pièces à conviction de France 3 qui est disponible sur le net. Vous avez aussi Envoyé spécial qui avait fait ça pour expliquer justement combien ça coûtait aux contribuables ces partenariats-là. Pour les hôpitaux, il y a pas mal d'hôpitaux qui ont été construits sous ce truc-là, des grands stades aussi, Martine Aubry qui en a fait un, et qui endettent les citoyens pour des décennies. Ensuite, donc sur les services publics, j'en ai parlé, la série des trois, donc sur EDF, La Poste et SNCF, qui permet de comprendre l'évolution de tout ça. Et puis sur le service public, parce que ça touche aussi les risques du chômage. Et il y a notamment l'application de cette nouvelle gouvernance à Pôle emploi, qui s'appelle Pôle emploi ne quittez pas. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin sur tout ça. Voilà, donc en gros, on voit que la construction européenne donc, instaure petit à petit, progressivement, une société de marché où finalement l'État n'a plus les manettes, mais ce sont la finance internationale à travers ces normes comptables qui finalement donc, décident des politiques.
Dans la conférence sur la flexisécurité, j'explique d'ailleurs très bien comment le Conseil de l'Europe, enfin bref, tous les mécanismes institutionnels qui font qu'en effet, c'est bien la finance et sur ces critères-là que se décident aujourd'hui les politiques. Donc ça génère la disparition globale et progressive donc, des services publics et donc aussi de la République, de ce principe-là de liberté, égalité, fraternité. D'autant plus qu'en France, on avait refusé par référendum, je l'ai dit tout à l'heure, donc cette logique-là qui était gravée dans le traité de Lisbonne. Voilà, donc, et tout ça est bien sûr, alors l'Union européenne est un outil dans la mondialisation et donc par rapport à ça détourne le travail et les États de leur nature même et de leur mission qui est une performance sociale et non pas une performance financière. Voilà, et puis pour finir, parce que c'est vrai que cette citation, je trouve qu'elle donne un petit peu d'espoir. C'est Joseph Stiglitz qui a donné une interview donc en 2013 et qui disait « Contrairement à beaucoup d'autres pays développés, je crois sincèrement que vous, les Français, vous avez su construire un modèle social généreux qui ne laisse presque personne au bord de la route. Or, il y a deux façons de voir l'économie. La création de richesses avec pour seul objectif l'enrichissement individuel, et la recherche du profit afin de créer une société non pas égalitaire mais prospère et juste dans laquelle chacun peut trouver sa place. » Et moi qui travaillais dans l'orientation professionnelle, c'était vraiment la mission que j'avais, c'est vrai. Et dans laquelle donc chacun a ses chances. Je crois dans l'économie de marché, bien sûr c'est un économiste, mais celle-ci n'a de sens que si elle sert l'intérêt général, l'éducation, la santé de tous, et le bien-être des plus faibles. La démocratie ne peut pas avoir pour seul moteur la cupidité des élites. Voilà. Et d'ailleurs, la prochaine conférence, je l'ai fait un petit peu sur le titre du livre de Joseph Stiglitz, Le triomphe de la cupidité. Donc la prochaine conférence, c'est ce que j'ai mis, contrôle de gestion, le triomphe de la cupidité. Voilà, pour rappeler un petit peu voilà, cette différence entre le modèle néolibéral et notre tradition du travail, des professions en France. Voilà.